Lorsqu'on les regarde ensemble, on voit de l'essence et du feu. Elle servait d'appât. Et lui était méchant comme un diable. Ensemble, ils formaient une combinaison fatale. Le 20 septembre 1996, le responsable d'une ferme de Madison, en Géorgie, fait une découverte à figer le sang. Nous avons reçu un appel du responsable d'une ferme du comté de Morgan. Il pensait avoir découvert un cadavre. Il a aperçu des traces de pneus en bordure de la forêt et il les a suivis. Il m'a dit qu'il croyait d'abord qu'il s'agissait d'un mannequin, mais lorsqu'il s'est approché et qu'il l'a touché du bout d'un bâton, il a constaté que c'était un vrai corps. L'endroit où il a trouvé le corps est au cœur d'une région rurale, près d'une route très peu passante. C'est une route de campagne qui aboutit à une ferme. Les pensées se bousculent dans votre tête. Que ferez-vous lorsque vous arriverez sur les lieux? Que verrez-vous? Comment réagirez-vous? Il faut faire vite, car chaque moment compte. On voyait un corps à côté de cet arbre. On ne voyait pas son visage, car elle gisait sur le ventre, mais on distinguait du sang autour de ses cheveux. En voyant ce sang en plein milieu de la forêt, sans personne ni voiture autour, nous avons tout de suite su qu'elle avait été assassinée. Je sais qu'il ne faut pas s'investir personnellement dans les affaires sur lesquelles on travaille, mais je crois que tout le monde le fait. Je la regardais et je me disais, et si c'était ma mère ou encore ma grand-mère? Ce crime était particulièrement ignoble, compte tenu de l'âge de la victime et de la façon dont on lui avait enlevé la vie. Elle avait été battue à mort à coups de branches d'arbre. Nous avions affaire à un tueur vraiment sanguinaire. C'est ce qui nous a poussé à faire tout notre possible pour éclaircir cette affaire. Il fallait l'empêcher de récidiver. Les enquêteurs établissent que le meurtre remonte à seulement quelques heures. Elle aurait pu rester dans ce champ pendant des mois et des mois avant que quelqu'un, comme un chasseur par exemple, ne la trouve. Mais puisqu'elle avait été retrouvée si rapidement, nous croyons que nous avions de bonnes chances de trouver le coupable. D'autres agents ont été dépêchés afin de nous aider à élucider l'affaire le plus vite possible. Nous devions établir l'identité de la victime et d'où elle venait. Les autorités locales communiquent avec la police d'État de la Géorgie et le Centre national de renseignement criminel. Ils émettent un communiqué à l'échelle nationale contenant des renseignements sur la victime. Nous avons publié le communiqué à environ 13h15 et à 14h30, nous savions qui était la victime et d'où elle venait. À 460 km de là, le bureau du shérif du comté de Robeson, situé à Lumberton, en Caroline du Nord, identifie la victime. Il s'agit de Lola Davis, âgée de 90 ans. Son mari a signalé sa disparition la veille. Elle suivait la même routine toutes les semaines. Elle allait chez le coiffeur, puis elle allait faire son épicerie. Elle était censée être de retour vers 14 heures. Mais voyant qu'elle ne revenait pas, son mari a commencé à s'inquiéter. Et il a appelé le service de police de Lumberton. Les autorités de Lumberton, en Caroline du Nord, nous ont révélé quel modèle de voiture elle conduisait.
Une fois que nous avons commencé à diffuser ce renseignement, nous avons pu retourner à l'endroit où on l'avait vu pour la dernière fois, c'est-à-dire le stationnement de l'épicerie, afin de tenter de retrouver tous ceux qui l'auraient vu la veille. Il tombe sur une piste déterminante. Un caissier d'une banque du coin avait vu la victime, Lola Davis. Elle était passée par le service au volant accompagnée d'une jeune femme blanche et d'un jeune homme blanc et avait encaissé un chèque de 300 $. Nous avons supposé que l'argent ou le vol du véhicule était le mobile de son enlèvement. Quelques heures plus tard, les autorités retrouvent la voiture de Lola Davis, abandonnée à Talladega, en Alabama, à près de 250 km de l'endroit où a été découvert le corps. La découverte de sa voiture en Alabama a beaucoup fait avancer l'enquête. Ça nous indiquait quelle direction ils avaient possiblement prise. Pendant que les autorités inspectent la voiture de Lola Davis, les enquêteurs se demandent si les tueurs n'auraient pas abandonné leur propre voiture près de l'endroit où ils ont enlevé la victime. Plus tard ce jour-là, les autorités de Lumberton nous ont signalé qu'ils avaient retrouvé un véhicule abandonné dans un stationnement. Il était immatriculé au New Jersey au nom d'Alicia Woodward. Bien qu'Alicia Woodward, 19 ans, n'ait aucun casier judiciaire, les enquêteurs diffusent son nom à l'échelle nationale en tant que suspecte dans une affaire de meurtre. Un agent de Talladega reconnaît son nom. Il a vu Alicia Woodward la veille. Les autorités de la région de Talladega, en Alabama, avaient répondu à un appel d'urgence dans un magasin. Après s'en être occupés, ils ont aperçu deux individus qui marchaient dans la rue, ce qui était plutôt inhabituel à une heure si tardive. Ils ont affirmé que les amis venaient de les conduire ici, qu'ils étaient en route pour la Floride et qu'ils cherchaient un endroit où dormir. Les deux adolescents remplissent le formulaire de la police et déclarent être Alicia Woodward et John Esposito. Au moment où Alicia Woodward et John Esposito ont donné leur nom aux autorités de l'Alabama, nous n'avions pas encore trouvé le corps de Lola Davis dans le comté de Morgan. Puisqu'ils n'étaient pas encore recherchés, les policiers les ont conduits jusqu'à l'hôtel du coin. Les enquêteurs sont retournés à l'hôtel où les agents les avaient déposés, mais ils étaient déjà partis. C'est à ce moment que l'enquête a commencé à stagner. Les enquêteurs craignent que les tueurs ne soient déjà à la recherche d'une nouvelle victime. Compte tenu de la brutalité du crime commis dans le comté de Morgan et de la cruauté qu'il fallait pour perpétrer un tel crime, on croyait qu'il pourrait repasser à l'acte. Les autorités policières de la Géorgie, de la Caroline du Nord et de l'Alabama sont à la recherche d'Alicia Woodward et de John Esposito, les principaux suspects dans le meurtre crapuleux de Lola Davis, une femme de 90 ans. On avait obtenu des mandats d'arrestation à leur nom moins de 2 jours après que le mari de Lola Davis ait signalé sa disparition à la police. On savait qu'ils étaient en cavale. On ne croyait pas qu'ils avaient un pistolet, un couteau ou une arme du genre, mais il fallait les attraper avant qu'ils ne repassent à l'action. Nous avons fouillé leurs antécédents pour tenter d'établir s'ils avaient essayé de contacter des membres de leur famille ou des amis et de déterminer leur destination. John Esposito voit le jour en 1975 à Gibbstown, au New Jersey.
Après une relation malheureuse, ses parents divorcent alors qu'il n'a que 6 mois et sa mère l'emmène vivre avec elle à Lumberton, en Caroline du Nord. En 1987, il retourne à Gibbstown, où la réputation d'homme violent de son père le suit toujours. J'ai découvert qu'Esposito avait vécu une enfance tumultueuse. Son père avait fait de la prison pour homicide involontaire. En raison du passé criminel de son père, Esposito a du mal à s'intégrer aux autres enfants. La première journée d'école, une bataille a éclaté aussitôt que John est entré dans la classe. Car le père d'une de ses camarades de classe était la victime dans une affaire de meurtre pour laquelle le père de John avait comparu en cours. Les gens n'étaient pas à l'aise en sa compagnie. C'était un exclu. Il y a une prédisposition génétique à la violence et aux troubles de la personnalité, tels que la personnalité antisociale ou l'apathie. Et je crois que ça a joué dans son cas. Une tendance au mensonge, à la tromperie, à la manipulation. Aucune culpabilité, ni empathie, ni remords. Un côté enjôleur, un charme superficiel et des tendances mégalomanes. Quand on examine Esposito, on peut cocher toutes ces cases. Esposito développe un intérêt malsain pour la douleur. Il pratiquait l'automutilation. Il avait gravé la lettre S sur son torse. Il avait tué un chat pour savoir ce que ça lui ferait. Il avait aussi enlevé la vie à des oiseaux et à des grenouilles. Il les avait cloués vivants à un mur dans le seul but de savoir ce que ça lui ferait. Ces gens présentent un manque complet d'empathie pour les autres créatures vivantes. Des créatures qui peuvent exprimer de la panique, de la peur, qui peuvent saigner. Et c'est ce qu'ils aiment. Et s'ils aiment ce genre de choses, c'est un très mauvais présage. Il vénérait le diable. Et il avait déjà tenté de se suicider. À l'été 1993, Esposito s'enrôle dans la réserve des forces armées. Il avait fait de la lutte. Il savait se battre. Son meilleur ami nous a dit un tas de choses qui nous ont beaucoup inquiétés. Nous savions qu'il était dangereux, mais nous ne savions pas à quel point. Il termine l'instruction de base, mais quitte après seulement 2 week-ends. Ce type de personne ne fonctionne pas bien dans des milieux hiérarchisés. L'armée lui a réussi pendant quelque temps, mais seulement lorsqu'il tirait au fusil et faisait exploser des choses. Ça, c'était excitant pour lui. Mais dès que la situation est revenue à la normale et qu'il a dû suivre des ordres, il a abandonné. L'année suivante, Esposito quitte aussi l'école secondaire et devient de plus en plus instable. Il commence même à détester ses parents. Sa mère avait une peur bleue de lui. Dès qu'il a eu 18 ans, elle l'a mis à la porte. Puis elle a obtenu une ordonnance de la cour l'empêchant de communiquer avec elle en raison d'actes de violence familiale. Esposito semble être destiné à l'hôpital psychiatrique. Il a séjourné dans 3 ou 4 hôpitaux psychiatriques du New Jersey. Je crois qu'il profitait du système de santé. Il avait ses 3 repas gratuits par jour et il manipulait les thérapeutes. D'ailleurs, des études ont démontré que chez les psychopathes, la thérapie peut aggraver leur état, car ils apprennent à déjouer le système. Esposito vit en solitaire, jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre inattendue. Alicia Woodward naît en 1977 à Wellingborough, au New Jersey. C'était une jeune fille très belle et très agréable à côtoyer. Elle était sympathique et affectueuse. Elle s'impliquait dans plusieurs activités. Elle pratiquait le sport, la danse, la gymnastique. Elle avait même été mannequin. Alicia fréquente l'école catholique jusqu'en 2e secondaire. Elle adorait l'organisation de l'école catholique. Elle aimait les sœurs et les prêtres. Ses parents divorcent alors qu'elle a 13 ans. Pendant les jours qui ont suivi notre divorce, Alicia a été bouleversée. Mais elle s'est calmée et elle a appris à vivre avec.
J'ai toujours été très proche d'Alicia. Je crois qu'elle était aussi très proche de son père, mais personne n'était aussi proche d'elle que moi. Alicia décide d'entrer à l'école secondaire publique, mais elle n'arrive pas à s'intégrer. Après avoir passé tout ce temps dans une école catholique, elle voulait maintenant aller à l'école publique. Elle quitte l'école à l'âge de 16 ans et réussit les examens d'équivalence d'études secondaires. Alicia a postulé à un emploi dans une animalerie. C'est là qu'elle a rencontré John Esposito. Alicia? Yeah. It's a cute name. C'est le coup de foudre. John lui a raconté une histoire abracadabrante à propos d'une armée secrète qui avait des ramifications partout dans le monde et dont il était membre. Il offre à la jeune Woodward la chance de troquer sa routine pour une vie d'aventure et de danger. Il y avait aussi l'attrait de désobéir, d'être rebelle et de partir à l'aventure. C'est sans doute la conjonction de tous ces facteurs qui l'ont décidé à partir en cavale avec Esposito. La mère de John Esposito nous a dit qu'il avait l'habitude de profiter des femmes, de les exploiter pour se faire de l'argent, ce genre de choses. Quelques semaines seulement après avoir fait la connaissance de John Esposito, Alicia Woodward planifie déjà de prendre la fuite avec lui. Elle n'avait aucun antécédent, mais sa vie a été chamboulée lorsqu'elle a rencontré John Esposito. Alicia avait une personnalité très soumise. Elle se laissait facilement influencer. Elle a peut-être vu en John Esposito une figure d'autorité, ou à tout le moins un homme qui savait ce qu'il faisait. John l'a invitée à venir chez lui, prétextant que ses parents organisaient un barbecue. Elle m'a demandé si elle pouvait y aller et j'ai répondu oui. Je n'avais aucune inquiétude. Vers la fin du mois d'août 1996, ils partent à l'aventure dans la voiture d'Alicia. John avait maintenant une fille pour l'accompagner. Ils avaient une voiture et pouvaient partir. Et ils l'ont fait, sur un coup de tête, sans rien avoir planifié. Peu après, Alicia Woodward a appelé sa mère de la Caroline du Nord pour lui dire qu'elle n'avait plus d'argent et pour lui demander de lui en envoyer. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas vraiment me parler. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit « Tu ne me reverras peut-être jamais ». J'ai dit « Mais de quoi parles-tu » Et elle a répondu « À la prochaine. Je te rappellerai. » La mère d'Alicia croit que l'argent qu'elle envoie servira à acheter un billet de retour, mais elle fait erreur. Ils avaient assez d'argent pour dormir dans des motels et pour revenir à la maison, mais il est évident qu'ils ne voulaient que continuer leur route. Alicia reçoit le mandat bancaire de sa mère à plus de 800 km de chez elle, dans une épicerie de Lumberton, en Caroline du Nord. L'épicerie même où Lola Davis faisait son marché. Mais après avoir dépensé cet argent, Alicia comprend alors dans quoi elle s'est embarquée. Lorsqu'ils ont aperçu Lola Davis charger ses sacs dans sa voiture, John s'est tourné vers Alicia et lui a dit « C'est elle ». Ils ont décidé d'attaquer, de kidnapper et de voler des personnes âgées qui ne pourraient pas se défendre ou s'enfuir. Des personnes sans défense, en somme. En septembre 1996, John Esposito et Alicia Woodward kidnappent Lola Davis, 90 ans, dans le stationnement d'une épicerie de Lumberton, en Caroline du Nord. Ma'am, can you help me, please? What is it? I need to get away from my boyfriend. Please, can you help me? Can you just give me a ride? Get on in. Get in. I will slit your throat. I want you to take me to your bank. I want you to get your money out. I will kill you. You understand? Just try. Just do whatever he says and you'll be okay, I promise.
J'ai peine à imaginer la peur qu'elle a dû ressentir. Elle devait être terrifiée du début à la fin. Elle savait probablement qu'ils allaient s'en prendre à elle. Je ne peux qu'imaginer à quoi cette vieille dame pensait. Ils cherchaient une victime de 90 ans, quelqu'un qui ne pourrait pas se défendre. Ça démontre bien toute la dureté et la cruauté de ces individus. Ils volent 1000 $ du sac à main de Lola. Ils la forcent à signer des chèques qu'ils pourraient ensuite encaisser. Ils partent de la Caroline du Nord, d'abord vers le sud, puis ils prennent l'autoroute vers l'ouest. À 80 km d'Atlanta, en Géorgie, John Esposito ordonne à Alicia de quitter l'autoroute. À quoi pensait-elle pendant les 6 heures qu'ont duré le trajet? Je crois qu'elle savait que ces heures étaient comptées. Elle se doutait sans doute qu'ils avaient l'intention de la tuer. Sur la route de campagne, Lola Davis a demandé à Woodward et à Esposito « Ne regrettez-vous pas ce que vous avez fait ?» Puis elle s'est tournée vers Alicia et lui a dit « Il va me tuer, n'est-ce pas ?» Au cours de ces dernières minutes, elle savait qu'ils allaient la tuer. Son passé était marqué par les comportements déviants et la violence qui s'était accumulée jusqu'à ce moment. C'en était trop et il a explosé. John Esposito était un prédateur qui ne s'attaquait qu'aux individus les plus faibles de la société. Un thème revient souvent chez les psychopathes. C'est le désir de jouer à être Dieu, de pouvoir décider de la vie ou de la mort des autres. Ils ont un amour-propre complètement exagéré. Pour eux, décider de vous laisser vivre ou de vous tuer, c'est un peu comme jouer à être Dieu. C'est une expérience très grisante, très enivrante. Avoir cette emprise, ça leur prouve à quel point ils sont puissants. Et bien sûr, ils ne ressentent aucune culpabilité, aucun remords et aucune empathie. C'est leur droit. Ils peuvent choisir qui tuer et qui ne pas tuer, car dans leur tête, ils sont hors du commun. Je crois que c'est ce qu'on remarque chez Esposito lorsqu'on examine ses crimes. Alicia Woodward regarde la scène dans le rétroviseur et monte le volume de la radio afin de couvrir les cris de douleur. Mais elle était là. Elle servait d'appât. Elle ne pouvait ignorer que c'était grâce à elle si Esposito avait pu monter dans la voiture de Lola Davis. Elle savait parfaitement ce qui se passait. Elle a accepté et elle a coopéré. 3 jours après la découverte du corps de Lola Davis, le laboratoire médico-légal signale aux enquêteurs que l'on a retrouvé des traces d'ADN dans sa voiture. Des preuves matérielles trouvées dans la voiture de la victime indiquaient que des individus avaient eu des relations sexuelles dans le véhicule. C'est ce mélange de sexe et de violence qu'il trouvait très érotique, très excitant. La famille d'Alicia Woodward et celle de John Esposito ont fourni aux autorités leurs empreintes digitales, qui ont ensuite été comparées à celles trouvées dans le véhicule. Les résultats confirment que Woodward et Esposito sont montés dans la voiture de la victime. Les suspects sont maintenant en direction de l'Alabama, mais la police fédérale est à leur trousse.
Le FBI a émis un mandat fédéral afin qu'il puisse être arrêté n'importe où. Au moment où la chasse à l'homme s'ouvre à l'échelle nationale, John Esposito et Alicia Woodward arrivent à un hôtel d'Oklahoma City. Mais ils sont à court d'argent. Et la pression commence à monter. Il lui a dit qu'il la tuerait si elle le suivait. C'était l'occasion idéale de se séparer de lui et de s'enfuir pour se mettre en sûreté. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle est descendue dans le hall, elle a acheté une boisson gazeuse, elle est retournée à sa chambre et elle a attendu. Il est revenu et ils se sont expliqués. Je crois que ça démontre qu'ils étaient vraiment attachés l'un à l'autre. Il avait besoin d'elle et elle avait besoin de lui. Esposito et Woodward n'ont plus d'argent, ni de plan. Dans un moment ultime d'imprudence, ils demandent l'aide d'un policier. De bonté de cœur, le policier a donné $10 à Esposito. On voit encore son narcissisme à l'œuvre. Je suis plus intelligent que tout le monde et je vais duper ce policier. La police nous cherche, mais ils sont bêtes. Quel idiot, ce policier. Mais les $10 ne suffisent pas. Ils ont besoin de beaucoup plus d'argent et ils sont prêts à tout pour se le procurer. Le FBI ainsi que les autorités policières de 3 États ont ouvert une chasse à l'homme pour retrouver 2 suspects de meurtre, John Esposito et Alicia Woodward. Pendant ce temps, à Oklahoma City, les 2 fugitifs cherchent à faire un autre coup d'argent rapide. Ils ont prétendu être de jeunes mariés, que leur voiture était en panne et qu'ils voulaient qu'on les conduise quelque part. Le 28 septembre 1996, Lawrence Snyder, 91 ans, et sa femme Marguerite, 86 ans, sont portés disparus lorsque leur fils s'aperçoit qu'ils ne sont pas revenus chez eux. Les autorités craignent pour leur vie et demandent aux policiers dans tout l'État de rester à l'affût. Mais il n'y a aucune trace d'eux. « 11 jours plus tard, une conservatrice du parc national de Mesa Verde, au Colorado, tombe nez à nez avec les suspects. Il avait acheté un fusil à air comprimé et il l'avait avec lui dans le parc. Mais les armes à feu assemblées ne sont pas permises à l'intérieur du parc national de Mesa Verde. Sir, you need to put the gun down now. Put the gun down now. Slowly. Place your hands behind your head, both of you. Elle a tout fait ce qu'il fallait faire. Ma'am, step away from him. Do you have any more weapons on you? A knife. Put it down slowly. I need backup now. I'm on Old Firehouse Road. I need wants and warrants on Oklahoma tags. Elle a transmis le numéro de plaque de la voiture et elle a appris que son propriétaire avait été porté disparu dans le système national de renseignement criminel. C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'elle était en danger. Lorsque les renforts sont arrivés, elle a appris que John Esposito et Alicia Woodward étaient soupçonnés d'avoir commis un meurtre en Géorgie.
Les policiers les questionnent au sujet de la disparition de Lawrence et Marguerite Snyder. Il était encore possible que Marguerite et Lawrence Snyder soient toujours vivants quelque part. Et s'ils étaient vivants, nous aurions pu les sauver. J'ai remarqué qu'Alicia était presque enjouée. Elle riait et elle tentait de gagner les faveurs du personnel du poste de police. Alors j'ai décidé de l'interroger en premier. Elle nous a raconté en détail ce qui était arrivé. Prétextant qu'il devait retourner à leur hôtel, il s'était fait inviter à monter dans la voiture de Marguerite et Lawrence Snyder. Une fois dans la voiture, John Esposito a placé son bras autour du cou de Lawrence Snyder et l'a forcé à se rendre dans le stationnement d'un restaurant. Voyant que Lawrence Snyder résistait, John Esposito l'a frappé, ce qui a fait enfler son œil au point où il ne pouvait plus l'ouvrir. John Esposito voulait démontrer son pouvoir. Il voulait leur faire peur pour qu'ils obéissent à ses ordres. L'essence même du narcissisme, c'est le sentiment d'infériorité. Je crois qu'on le voit bien dans le choix de ses victimes. Il ne choisissait que les membres les plus impuissants et vulnérables de la société. Peu après avoir quitté la région d'Oklahoma City, ils se sont arrêtés à un dépanneur. John Esposito est sorti de la voiture, laissant seuls Alicia Woodward et Lee Snyder. Après un moment, Marguerite Snyder a demandé à Alicia « Il ne nous laissera pas partir, n'est-ce pas ?» Et Alicia a répondu « Restez calme » et elle lui a tapoté le bras. Je n'ai perçu aucun remords chez Alicia lorsqu'elle m'a raconté cette histoire. Elle était très détachée, sans émotion. Alicia Woodward était mêlée à ça jusqu'à la moelle. Il ne fait aucun doute qu'elle avait le contrôle du véhicule et la direction dans laquelle il roulait. Alicia Woodward a coopéré de plein gré avec John Esposito à tous les instants de cette horrible escapade. Ils ont poursuivi leur chemin vers l'ouest, sur l'autoroute 40, jusqu'à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Texas. À ce moment, John Esposito a demandé à Alicia Woodward de prendre la sortie. C'est au cœur de la région des ranchs. Esposito a demandé à Alicia de tourner sur une route de terre battue. En octobre 1996, Alicia Woodward raconte aux enquêteurs ce qui s'est passé après qu'elle et son copain John Esposito aient kidnappé Lawrence Snyder, 91 ans, et sa femme Marguerite, 86 ans. Alicia Woodward a affirmé s'être éloignée de la voiture d'environ 30 mètres et de s'être couvert les oreilles de ses mains pour éviter d'entendre les Snyder se faire brutaliser. Elle l'a accepté et elle a coopéré. Elle a ramassé le levier et des monte-pneus pour se débarrasser des preuves. Elle était complice du crime, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle dessine une carte sommaire pour montrer aux enquêteurs où ils se sont débarrassés des corps des Snyder. Les autorités locales et la police d'État entreprennent aussitôt une fouille à grande échelle du comté d'Olin. Le comté d'Olin est composé de ranchs et de fermes sur environ 4000 km². C'est un comté assez grand.
Et il nous fallait fouiller une étendue d'environ 65 à 80 km de long. Le temps pressait, car il se pouvait que l'un d'eux, ou même que les deux, soient toujours vivants. Les enquêteurs interrogent ensuite John Esposito. Lorsque John Esposito est entré dans la salle d'interrogatoire, j'ai aussitôt perçu de l'hostilité et de la méchanceté. Ses paroles exactes ont été « Je vais parler, je sais que vous savez tout ». Il ne voyait aucune raison de cacher quoi que ce soit. Et il ne nous a rien caché. D'entrée de jeu, il nous a avoué avoir assassiné Lola Davis. Il a dit l'avoir enlevée en Caroline du Nord, l'avoir tuée dans le comté de Morgan, en Géorgie, s'être rendu à Oklahoma City, puis avoir kidnappé les Snyder. Esposito a saisi Larry et l'a sorti du véhicule. Larry Snyder ne s'est pas défendu. Puis il a battu à mort cet homme de 91 ans. Sa femme Marguerite, ils étaient mariés depuis 50 ans. Elle a tout vu. Quand le tour de Marguerite Snyder est venu, elle n'a pas tenté de lui résister. Elle venait de voir son mari se faire battre à mort. Esposito l'a sorti de la voiture et tout près de l'endroit où gisait le corps de son mari, il l'a battu à mort avec le même démonte-pneus. Il a été vraiment sadique. Il aurait pu se contenter de leur voler leur argent. Il a choisi les victimes les plus vulnérables et les a exploitées. Puis, il les a battus de la façon la plus sanglante possible. C'est vraiment sordide. Ça témoigne de la profonde pathologie dont était affligé John Esposito. Il a commencé à décrire l'effet du démonte-pneus sur ses victimes de façon de plus en plus explicite. Et voyant que je ne manifestais aucune réaction, il a rajouté encore plus de détails. À la fin de sa description, voyant que je ne réagissais toujours pas, il s'est tué. Il s'est penché vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Je veux que tu comprennes que je n'ai aucun remords. » Il y a eu un long silence. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge dans la salle d'interrogatoire. Puis j'ai dit « Je te crois. » En se vantant et en fournissant des détails explicites, je crois qu'il tentait de choquer et de scandaliser. C'est ce qu'il aimait. Il tentait de provoquer une réaction chez les autres, de voir s'il était capable de les choquer. Et il en riait, il trouvait ça formidable. Quand on interroge ces personnes, souvent leur regard est différent. C'est comme le regard d'un reptile comparé à celui d'un mammifère. Il leur manque quelque chose. C'est cette façon de penser reptilienne qui les distingue de nous. Les fouilles pour retrouver les Snyder se rendent jusqu'à Adrian, au Texas. Mais les policiers commencent à perdre espoir. Cette route ne mène nulle part. Comme vous pouvez le voir, elle est déserte. Lorsque je suis arrivé ici, la route fait une courbe à l'endroit où il y avait auparavant une route qui menait à une ferme. J'ai fouillé cet endroit.
Et malgré la végétation abondante, j'ai aperçu ce que j'ai cru être la semelle d'une chaussure. Je ne peux qu'essayer d'imaginer ce que M. et Mme Snyder ont vécu. Quand j'ai examiné les corps, il était évident que les Snyder avaient subi des coups extrêmement violents à la tête. Mme Snyder avait une lacération très grave et extrêmement brutale. Je me disais, comment quelqu'un peut-il faire ça à une personne âgée? C'était horrible. Esposito était un monstre. Il avait battu à mort 3 personnes âgées, 3 gentils grands-parents. Et il s'en vantait. Je n'ai aucune conscience, aucun remords. Et il disait qu'il récidiverait. Nous sommes toujours affectés par ce genre d'affaires. Celle-ci a gravé dans ma mémoire l'image de Lola Davis, de Lawrence Snyder et de Marguerite Snyder, battue à mort par John Esposito. Ces images resteront gravées dans ma mémoire et je ne pourrai jamais les chasser. Les enquêteurs établissent les allées et venues d'Esposito et de Woodward après le meurtre des Snyder en suivant leurs transactions bancaires. Nous avons pu retracer une partie du chemin qu'ont pris Esposito et Woodward en suivant les retraits qu'ils ont faits dans des guichets automatiques. Ils ont fait ou tenté de faire 13 retraits. En Oklahoma, puis au Nouveau-Mexique et en Arizona, pour aboutir au Colorado. Il savait qu'il ne pouvait faire que 3 ou 4 transactions par période de 24 heures. Il devait donc attendre après minuit pour qu'une autre période de 24 heures commence. En septembre 1998, John Esposito comparaît en cour dans le comté de Baldwin, en Géorgie, pour le meurtre de Lola Davis. Le jury le déclare coupable de meurtre, d'enlèvement et de vol de voiture. John Esposito est condamné à mort. Tout au long du procès, il n'a manifesté aucun remords et absolument rien dans son langage corporel n'indiquait qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Ce qui rend un homme comme Esposito impossible à maîtriser, c'est qu'il n'a pas peur des conséquences. Il ne craint pas la prison, il ne craint même pas la peine de mort. Il reste sans peur devant ces conséquences. C'est pour cette raison qu'il est impossible de l'arrêter. Il faut enfermer ce genre de personnes parce qu'elles n'ont pas peur des conséquences. Il est presque impossible de les empêcher de récidiver. Alicia Woodward et John Esposito ne se sont pas trahis. En fait, John Esposito a dit qu'il était plus inquiet au sujet d'Alicia qu'il l'était à propos de ce qu'il avait fait aux victimes. Alicia Woodward conclut un marché avec les procureurs de la Géorgie afin d'échapper à une peine de mort possible. Elle avoue son implication dans le meurtre de Lola Davis et se voit condamnée à la prison à vie. En octobre 2000, Esposito retourne en cour, cette fois en Oklahoma, pour faire face aux accusations de l'enlèvement de Lawrence et Marguerite Snyder. Dans une affaire de ce genre, lorsque l'avocat de la défense sait que nous avons le moyen de prouver que l'accusé est bien le tueur, il ne lui reste qu'une stratégie: plaider le trouble psychologique pour qu'on le prenne en pitié d'avoir un problème mental. Son propre psychologue avait très clairement déclaré qu'en vertu de la loi, John savait distinguer le bien du mal. Il n'avait pas agi sous l'effet d'une compulsion délirante. Il était apte à comparaître en cour. Il n'avait pas de retard mental. En fait, son QI était dans la moyenne, et selon la définition juridique de maladie mentale, il était sans esprit. Ce qui est important d'examiner dans une affaire comme celle-ci, ce sont tous les choix que le suspect a faits, ainsi que la méthode et la manière dont il a commis le crime, et pas ce qu'il vous dit, mais bien
ce qu'il a fait. Ses gestes, pas ses paroles. Il faut analyser exactement ce qu'il a fait et comment il l'a fait. C'est ce qui révélera la pathologie sous-jacente, pas ce qu'il vous dira ensuite. Alicia Woodward a suivi John Esposito de plein gré à tous les instants de cette horrible escapade. Elle faisait office d'appât. Elle y était impliquée jusqu'à la moelle. Elle savait exactement ce que John ferait. Alicia Woodward reçoit une peine additionnelle de 45 ans de prison pour son rôle dans l'enlèvement des Snyder et pour complot en vue de commettre un crime. Elle purge présentement sa peine à la prison d'État de Pulaski, en Géorgie. Sa mère tient Esposito responsable d'avoir entraîné sa fille hors du droit chemin. Selon moi, elle n'a pas vraiment eu le choix de le suivre. Je crois qu'elle avait peur de lui. En parlant avec les autres filles qui avaient connu John alors qu'il fréquentait Alicia, j'ai appris qu'elle le trouvait très manipulateur et très méchant à cause de ce qu'il ordonnait à Alicia de faire. C'est exactement ce que c'était, des ordres. Il lui disait quoi faire et quand le faire. John Esposito est condamné à la prison à perpétuité, en plus d'une peine de 47 ans de prison pour l'enlèvement des Snyder et pour complot en vue de commettre un crime. Il attend maintenant son exécution à la Georgia Diagnostic and Classification Prison. Au Texas, où ont été retrouvés les cadavres des Snyder, les autorités n'ont pas intenté de poursuites judiciaires additionnelles. Je crois que, bizarrement, c'est la combinaison des deux qui les ont menés à commettre ces homicides. John Esposito et Alicia Woodward avaient un plan. Ça a fonctionné. Ils s'en sont tenus au plan. Et ils auraient même continué ensuite. Les deux ensemble formaient une combinaison fatale. Il ne fait aucun doute pour moi qu'ils auraient continué à commettre des meurtres jusqu'à ce qu'on les arrête.